Aujourd'hui, la papauté est à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce que son implication sur l'avenir du monde est fondamentale. Alors, bienvenue sur Point de rupture. Et je vous invite à prendre votre café, votre thé, tout ce que vous voulez, tout comme moi je vais faire, et on va aborder les choses dans leur fond. Nous voilà le mardi 22 avril 2025 et pour cette émission de Point de rupture où nous allons parler de la papauté. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que la papauté est quelque chose d'unique. C'est pas parce que je présuppose que tout le monde doit suivre la chrétienté, le catholicisme et tout ça, etc. Il ne s'agit pas de ça. Mais dites-moi, quelle autre entité dans le monde a autant d'influence sur de nombreux pays que la papauté? Parce que il y a plus de chrétiens encore dans le monde que de musulmans, et dans le milieu chrétien, il y a énormément de catholiques. Il y a 1,3 milliard de catholiques dans le monde. Et c'est les seules personnes qui s'identifient par rapport au pape. Même s'il y a certains catholiques qui remettent la papauté en question et qui considèrent que le pape est plus ou moins légitime, etc., etc. Mais on parle de minorité dans ce cas-là. Il faut quand même tenir compte de l'influence que la notion de la papauté a dans le monde. Même, il y a eu un sondage récemment fait en France qui montre que plus de 70% des Français de tout âge et de tout bord politique en plus, considèrent que la France est un pays avec des traditions et des origines catholiques. C'est quand même significatif. Aux États-Unis, ça représente quand même 22-23% de la population américaine qui se dit catholique et qui pratique son catholicisme. C'est important à tel point que même pour l'enterrement, pour le funérail du pape François, le président des États-Unis se déplace lui-même pour y aller. Donald Trump va aller au Vatican pour rendre hommage. Même Vladimir Poutine, qui est à la tête de la Russie, qui pourtant est un pays dans son christianisme qui est foncièrement orthodoxe et pas du tout catholique, était un des premiers à envoyer ses condoléances au Vatican. Je crois que tous ces gens-là comprennent l'influence que le Vatican a. Le Vatican a toujours une très grande influence en politique, mais depuis la nuit des temps. Tous les grands empereurs cherchaient leur légitimité auprès du pape. Et le pape cherchait son appui militaire et de sécurité auprès des grands empereurs, des grands rois et tout cela. Donc, il y a eu une cohésion de cette façon-là en Europe pendant un sacré bout de temps. Même Hitler mettait des gants dans ses relations avec la papauté. À l'époque, c'était le pape Pie XII. Et d'ailleurs, pour pas mal de gens, ça a été très controversé, y compris dans la pièce de théâtre écrite par Hochhuth qui s'appelait Le Député. Le député voulant dire le vicaire du Christ dans ce sens-là. Donc, la papauté a toujours suscité énormément de questions et a été révolutionnaire de pas mal de choses. N'oublions pas l'encyclique du pape Léo XIII sur le travail et qui était même précurseur de pas mal de droits acquis par les ouvriers, les travailleurs, ensuite, notamment en France, qui sont passés dans les années 30 et tout cela, et qui ont eu un effet à cause des pressions sociales, professionnelles qu'il y avait eu pendant la grande révolution industrielle. Donc, c'est quelque chose qui a eu un effet notoire. Il ne faut pas négliger l'importance du catholicisme et de la papauté, qui est le symbole même du catholicisme, dans ce cas-là. Alors là, pourquoi ça va être intéressant de parler de la suite qu'il va y avoir, qui va être le nouveau pape? Parce que le pape François a été un pape assez controversé. Je ne vais pas soulever des tas de controverses sur des tas de choses qui sont
peut-être dans les théories complotistes, mais il faut avouer que le pape François a fait un virage énorme par rapport à l'Église dans ses considérations de l'acceptation des LGBTX, Y, Z, etc., tout ce qu'on veut, dans ses acceptations des homosexuels, dans ses acceptations de pas mal de phénomènes sociaux, y compris le fait qu'il ait épousé toutes les notions climatiques, qu'il ait épousé des notions sociales dans le domaine du travail, de l'immigration, dans énormément de données. C'était quelqu'un qui se plaçait d'un certain côté de l'Église. Alors moi, je ne vais pas parler de gauche ni de droite en ce qui concerne l'Église, parce que je crois que ce n'est pas approprié de définir l'Église en ce sens-là. Je pense qu'il vaut mieux parler de conservateurs et de progressistes. Alors chez les conservateurs, il y a plutôt le côté traditionnel qui va avoir un sens là-dedans. Chez les progressistes, il va y avoir un effet du modernisme. Et on va voir que dans différents candidats pour la papauté, il va y avoir certains qui vont représenter une tendance ou l'autre. Et pourquoi je pense que il faut examiner les choses sous cet angle. Premièrement, toutes les prévisions par le passé de qui allait être pape se sont cassées la figure d'une façon grandiose. On s'attendait toujours à ce qu'il y ait un certain type de pape, déjà à partir de Jean XXIII, qui est arrivé après le pape Pie XII, c'était une grande surprise, parce que Jean XXIII était pas progressiste, mais il était plus moderne. C'est celui qui a ouvert les portes de Vatican II, qui a dit la fameuse phrase ou le fameux mot aggiornamento. Il avait dit, il a ouvert les fenêtres au Vatican sur l'extérieur, et aggiornamento en italien, ça veut dire mettons les choses à jour, si on veut. Et ce qu'il voulait dire essentiellement, c'est amenons de l'air frais dans l'Église qui souffre depuis trop longtemps du fait de fonctionner selon certains principes un peu trop anciens. Alors que les gens qui sont restés dans une certaine tradition dans l'Église, un certain conservatisme dans l'Église, sont les gens qui sont toujours restés, j'allais dire, proches de la Summa Theologica de Thomas d'Aquin, la somme théologique qui est un pavé énorme de droit canonique. On dit du canon, ça veut dire le droit religieux, et la référence sera toujours Thomas d'Aquin là-dedans. Alors que le progressivisme vient des tendances qui sont dans le modernisme. C'est très curieux de s'apercevoir de ça, parce que si on prend un peu de recul, aujourd'hui, au sein de l'Église, on parle même, et c'est ce qu'a fait le pape François, de bénir des unions entre hommes ou entre femmes, voulant dire entre gens du même sexe, alors que c'était impensable il y a un certain temps. Mais ceci dit, ce n'est pas si vieux que ça, que même des gens soi-disant progressistes, comme le président Obama aux États-Unis, ou Hillary Clinton qui était candidate pour après la présidence, dans les années 2000 et vers la fin des années 2000 et début des années 2010, ils étaient complètement opposés au mariage homosexuel aux États-Unis. Ils disaient jamais on va soutenir ce genre de choses. Comme on a la mémoire courte, mais les choses ont, entre guillemets, progressé, ont changé très rapidement dans ce domaine. Et à force d'être exposé à ce genre de choses, on les accepte comme telles. En France, on sait très bien, parce que ça fait partie des phénomènes qui touchent l'Église, l'IVG était considéré comme à bannir, mais totalement. Et c'est seulement dans la deuxième moitié des années 70, où Simone Veil était ministre dans le gouvernement de Giscard d'Estaing, qui a été président de 74 jusqu'en 81, c'était son septennat,
que l'IVG a été légalisé avec énormément de controverses. Avant, l'avortement était hors la loi. Et c'est seulement, je ne dis pas ça pour ramener une controverse là-dessus, mais pour vous montrer à quel point certaines choses culturelles changent fondamentalement, et si l'Église va dans le sens en suivant ou en précédant, bien ça influe énormément. Et le pape François a été fondamental dans le fait d'être très progressiste. Et c'est ce qui lui a valu lire la colère de nombreux traditionalistes, de nombreux conservateurs dans l'Église. Alors, on va regarder et on va spéculer sur qui risque de le remplacer, sachant que la plupart des spéculations ne se réalisent jamais dans ce domaine. Mais on va parler de quelles sont les conditions pour être pape. Premièrement, ceux qui vont élire le pape, ce sont les cardinaux. Et les cardinaux, ils sont au nombre de 136, je pense exactement en ce moment, dont presque une centaine, ou au moins une centaine, ont été nommés cardinaux par le pape François. Donc son influence était énorme dans le fait de choisir les cardinaux. Alors ce qui est intéressant, c'est que autant il a été très moderniste, très progressiste dans certains domaines, le pape François, il ne l'a pas été nécessairement dans sa nomination des cardinaux. Alors pourquoi est-ce que c'est important, les cardinaux qui étaient choisis? Parce que c'est les cardinaux qui vont voter pour le pape. Est-ce que tous les cardinaux vont voter pour le pape? Non. C'est ça qui est intéressant. Seulement ceux qui ont moins de 80 ans peuvent voter. Pourquoi? Ça, c'est quelque chose qui avait été amené surtout entre le pape Jean-Paul II et celui qui a suivi le pape Benoît, entre un Polonais et un Allemand, qui ont amené pas mal de choses. Même Jean-Paul II voulait amener la simple majorité pour élire un pape. Mais le pape Benoît a ramené ça aux 2/3. Donc ça reste les 2/3. Pour élire un pape, il faut 2/3 du collège des cardinaux au conclave. Le conclave, c'est quand les cardinaux se réunissent, et ils se réunissent dans la maison de Sainte-Marthe, la Casa Santa Marta, et ils se retrouvent dans la chapelle Sistine pour voter, pour amener tous ces votes. Et ils vont voter 2 fois le matin et 2 fois l'après-midi dans le plus grand secret, sans l'influence extérieure. Ils n'ont pas le droit d'avoir des contacts avec l'extérieur. Il y a même des dortoirs qui sont prévus dans ces cas-là. Ils vont rester à cet endroit-là. Il y a même eu des études qui avaient été faites sur est-ce qu'il y a une possibilité de faire vibrer les vitres et de ramasser des informations avec des radios secrètes, etc., sur l'endroit où ils se retrouvent. Et donc, apparemment, c'est quelque chose qui est pris très, très au sérieux. Donc, les cardinaux de moins de 80 ans ont le droit de voter. Et est-ce qu'ils vont élire automatiquement un cardinal? S'ils vont élire un cardinal, le cardinal peut avoir plus de 80 ans. Donc, on peut avoir plus de 80 ans et être élu, mais on ne peut pas voter si on a plus de 80 ans. Ceci dit, selon l'Église catholique, le critère pour être élu pape n'a rien à voir avec le fait d'être cardinal. Même si ça fait depuis les années 1300, c'est-à-dire le XIVe siècle, qu'il n'y a eu que des cardinaux qui ont été élus papes. Mais officiellement, et on ne sait jamais parce qu'il peut toujours y avoir un ébranlement là-dedans, les seules conditions pour pouvoir être élu pape, c'est qu'il faut être catholique, baptisé, mâle, c'est-à-dire du sexe masculin, et non marié. On n'a même pas besoin d'être prêtre, selon les dires. Mais bon, comme je vous ai dit, ça fait déjà plusieurs siècles, depuis les années 1300, que ça systématiquement était des cardinaux. Alors, on va regarder comment ça se passe. Donc, il faut qu'il y ait 2/3 pour les élire. Et on va regarder
qui sont les cardinaux? Les cardinaux, que je vous ai dit, c'est le deuxième niveau hiérarchique le plus élevé après le pape dans l'Église catholique. Et il y a en ce moment 136 cardinaux dans cette catégorie, selon les données même du Vatican. Là, je vais regarder toutes mes notes pour ne pas me tromper sur tout ce qui est dit là-dessus. Donc, un candidat à la papauté, ce qu'on appelle un papabile. Un papabile, c'est quelqu'un qui est capable de devenir pape. Le terme est italien. Il faut qu'il ait 2/3 du vote afin d'être élu en tant que nouveau pape. Ce vote se passe dans une rencontre secrète qu'on appelle le conclave, qui peut durer des jours, qui peut durer des semaines et qui peut durer même des mois, avec 4 votes par jour jusqu'à ce qu'un nouveau pape soit choisi. Et il est choisi dès qu'il y a 2/3 des votants qui le choisissent. Ceci dit, ils peuvent choisir quelqu'un et la personne qui est choisie peut refuser. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? De toute façon, ils mettent leur vote dans la chapelle Sistine et ils vivent dans un dortoir dans la Casa Santa Marta, comme j'avais dit. Et pendant que tout ceci est en train de se passer, ils n'ont pas le droit d'avoir de contact avec l'extérieur, avec le monde extérieur, afin que le processus soit complètement mené dans le plus grand secret. Et ce voile du secret va dire que c'est très très difficile de deviner qui va être le prochain élu. Dans les élections typiquement politiques, il y a toujours des favoris dans tous les pays. On peut dire, s'il y a une tendance, même dans les pays dictatoriaux, quand il y a quelqu'un d'autre qui va être choisi, un dauphin, on sait toujours qui est en train d'arriver. Mais en ce qui concerne le pape, on s'est toujours trompé. Donc, moi, je vais vous parler des possibilités, mais je peux me tromper tout autant que n'importe qui d'autre. Alors, on sait maintenant comment il va être élu et qui il va être. On ne sait pas qui il va être, mais comment ils peuvent le choisir. Une des questions qui se pose et qui m'a été envoyée par des gens d'ailleurs, c'était est-ce qu'une femme peut être pape? Non, pas avec les règles actuelles. La réalité est que le côté patriarcal reste encore très fermement ancré dans l'Église catholique et c'est pas la peine que les femmes se présentent pour devenir pape. Hein. C'est une façon de plaisanter un peu. Ok, sérieusement. Alors, qui sont les gens que l'on peut voir qui vont avoir de fortes chances d'être pape? Bien, regardons d'abord. Et un des premiers que je vais mentionner va être Péter Erdő, qui est hongrois et qui serait un des choix des conservateurs. Vous souvenez-vous, les conservateurs, je vais dire ceux qui vont être très attachés au droit canonique, à saint Thomas d'Aquin et tout ce que ça représente. Et je vais parler de ces gens-là, je vais mentionner certaines choses, notamment leur âge. Péter Erdő, le cardinal Péter Erdő, a 72 ans. Il est hongrois. Alors, pourquoi est-ce que 72 ans, c'est important? Je crois que ça va être important pour les raisons suivantes. Je ne pense pas que les cardinaux vont chercher à élire quelqu'un de trop jeune en tant que pape. Pas quelqu'un qui va avoir 50 et quelques années ou 60 et quelques années, parce que ça voudrait dire qu'en principe, il serait pape assez longtemps. Et je crois que les cardinaux sont comme la plupart des êtres humains. Dans ce cas-là, même s'ils sont censés prier énormément là-dessus et chercher l'influence du Saint-Esprit dans leur choix, ils vont avoir peur de se tromper. Et si on se trompe sur quelqu'un qui va être pape pendant 30 ans ou 40 ans, eh bien, c'est une erreur qui risque d'avoir des conséquences longtemps. Mais ils vont pas non plus chercher à nommer quelqu'un qui soit trop vieux et qui va avoir besoin de réélire quelqu'un assez rapidement. Ceci dit,
c'est quelque chose qui a bien marché à l'époque de Jean-Paul Ier et Jean-Paul II, où Jean-Paul Ier a été pape uniquement pendant 33 jours, je pense, si je ne m'abuse, et Jean-Paul II a été un des plus grands papes quant à son influence sur le monde. Je vous rappelle que Jean-Paul II avait considéré que une de ses missions les plus grandes allait être de renverser le communisme en Union soviétique. Et il y avait une proximité qui s'était créée entre Jean-Paul II et le président Ronald Reagan des États-Unis parce que Jean-Paul II venait d'être nommé et Ronald Reagan venait d'être élu et à 1 ou 2 mois près, il y a eu un attentat sur la vie de l'un et de l'autre. Et ils ont survécu à l'attentat et les deux considéraient qu'ils avaient survécu et que c'était un signe de Dieu comme quoi ils étaient habités par Dieu pour renverser le communisme, donc l'athéisme en Union soviétique. Et même à l'époque, sous Ronald Reagan, il y avait William Casey, qui était le directeur de la CIA, qui était un catholique fervent. Quand je dis un catholique fervent, il allait à la messe tous les jours. Et moi, je l'ai su parce qu'apparemment, il savait des choses sur moi quand j'étais allé en Pologne pour rencontrer Lech Walesa et ramener des documents à l'Ouest, etc. Apparemment, Bill Casey était au courant parce que il avait dit à mon ami Doug Weed en ce qui me concernait, donc il le savait, ce qui était assez marrant. Hein. Mais bon, bref. Donc, de tout ça pour vous dire que l'influence politique, l'influence du choix conservateur ou progressiste va être très important. Et donc, le cardinal Péter Erdő, hongrois, qui a 72 ans, serait sans doute un des premiers choix pour tous les conservateurs. Je vais parler d'un autre tout à l'heure, mais Péter Erdő serait un des premiers choix pour les conservateurs. Et il serait sans doute le candidat pour ceux qui voudraient, comment dirais-je, quitter la tendance du pape François et de son agenda de ce qu'il voulait réaliser dans l'Église. Et son profil chez les cardinaux est très très important parce qu'il y en a beaucoup qui le soutiennent, parce qu'il ramènerait la dominance du droit canonique au sein de l'Église. Et ça, c'est quelqu'un qui serait très soutenu par tous les conservateurs et qui peut-être ramènerait toute une partie des traditionalistes qui se posaient des questions sur la légitimité du pape François à l'intérieur de l'enclave du Vatican. Donc il ne faut pas négliger ça. Hein. Il faut comprendre qu'il y a un aspect très politique et très pragmatique chez les cardinaux également. Ils réfléchissent à tout ceci en même temps. Ils ne cherchent pas à restreindre non plus l'influence catholique dans le monde. Donc, par certains côtés, ils vont vouloir aller vers le fait de toucher beaucoup de pauvres et des gens qui sont des délaissés de l'Église, si vous voulez, mais en même temps, ils veulent toucher les conservateurs et donc les gens qui ont des capacités d'influence aussi bien financières que de lobby et tout cela de la même façon. Alors, le deuxième dont je vais vous parler, c'est exactement le contraire. C'est le cardinal Luis Tagle, qui est un ressortissant des Philippines. Alors, pour moi, il y a une chose contre lui tout de suite, c'est son âge. Il a 67 ans. Et donc, il est un peu jeune pour être nommé pape, parce qu'il risque d'être là pendant un bon bout de temps. Ceci dit, il ne faut pas oublier que le cardinal Luis Tagle est quelqu'un qui est très très apprécié, ou qui a été très apprécié plutôt, je devrais dire, par le pape François, parce qu'il est également dans cette veine très progressiste. Ce qui va contre lui, c'est qu'il est très limité dans les langues qu'il parle, parce que il y a une tradition maintenant chez les papes
de parler plusieurs langues. En dehors du latin, presque tous les papes, qu'ils soient italiens ou pas, parlent italien. Et également, ils vont parler leur langue et des tas d'autres langues. On sait que le pape Jean-Paul II parlait quasi 10 langues. Mais comme beaucoup de Polonais parlent plusieurs langues, c'est un fait. Alors que Louis Tagle ne parle que 3 langues. Il parle l'anglais, parce que c'est la langue officielle des Philippines. Il parle l'italien et il parle le tagalo. Tagalo, c'est la première langue dominante locale des Philippines. Le tagalo, c'est parlé à Manille, à Makati et également dans tout le Luzon, qui est le nord des Philippines. Dès qu'on rentre dans le centre des Philippines, on parle cebuano, et dans le sud des Philippines, dans l'île de Mindanao et de Basilan, on parle surtout le chabacano. Vous allez me dire comment est-ce que je sais tout ça? J'ai passé énormément de temps aux Philippines, j'ai beaucoup d'amis là-bas et je connais bien les Philippines. Et je suis allé, j'ai passé du temps en long, en large et en travers aux Philippines. Et les Philippines, c'est très spécial comme pays. C'est un pays pauvre où les gens sont très agréables et Louis Tagle correspond à ce genre de personnalité. Il est très humble, il est profondément spirituel, il est très charismatique et il a beaucoup d'humour. Et donc tout ça, ça joue en faveur de lui parce que il a des côtés un peu comme ceux qu'avait le pape François, mais de nouveau avec bien plus d'humour et bien plus de charme avec ce que ça représente. Et puis en même temps, ça serait, on aime bien ça aujourd'hui, d'avoir des gens pour la première fois quelque chose. Et il serait le premier asiatique en tant que pape. Et honorer les Philippines dans ce sens-là aurait un sens, parce que les Philippines restent un des pays profondément catholiques. Il y a d'autres petits mouvements, il y a des mouvements évangéliques aux Philippines, il y a également l'église de Ni Cristo, qui est un genre d'autres églises chrétiennes qui a pas mal d'influence. Il y a une croissance de l'islam, surtout dans le sud, dans le Mindanao, du côté de General Santos et de Zamboanga aux Philippines, et dans l'île de Basilan. Mais essentiellement, c'est un pays profondément catholique, tout comme en Europe, les pays profondément catholiques sont la Roumanie, la Pologne, où il y a une dominance catholique très forte. Dans d'autres pays occidentaux, ça l'est également, en Espagne, au Portugal, en France, mais en France, ce n'est plus aussi actif, j'allais dire. En Allemagne, c'est un peu différent. Le sud de l'Allemagne, la Bavière est très catholique, c'est le siège d'ailleurs c'est là où le parti démocrate chrétien est le plus fort, alors que les autres partis viennent du nord, dans les zones plus protestantes. Alors, ensuite, un autre candidat potentiel, c'est un Italien qui est le cardinal Pietro Parolin. Alors, Pietro Parolin a 70 ans, ce qui l'amène vraiment à un âge qui serait un peu plus proche de l'acceptable pour un nouveau pape. Et alors, en ce qui le concerne, lui, il a été le secrétaire d'État du Vatican depuis 2013, ce qui fait qu'il était un peu comme le premier ministre du pape. Donc, il est très très proche de la politique du pape François. Ce qui veut dire que il sera un peu plus proche de toutes les mesures un peu progressistes du pape François, mais ceci dit, il reste quand même opposé au fait de permettre aux femmes de devenir des prêtres. Et ça, même chez pas mal de cardinaux, ça reste le cas aujourd'hui. Mais c'est intéressant même qu'ils discutent de ce genre de phénomène, alors qu'il y a un certain temps, ce ne serait même pas un thème abordé. Alors, et il y a également le cardinal Matteo Zuppi, qui a 69 ans, qui est même un peu de même genre d'âge, etc. Et lui, ce qu'il a en sa faveur, il est italien, il est
extrêmement intelligent, il est très fin, et il est encore, je crois, archevêque de Bologne, en Italie. Et il a beaucoup d'expérience diplomatique, c'est-à-dire il a eu beaucoup de relations avec d'autres pays, etc., ce qui vient de son intelligence, de sa connaissance des mœurs d'autres pays. Et donc ça peut être quelqu'un d'extrêmement fort, notamment dans ses relations sur la guerre en Ukraine, sur ce genre de choses, parce que il avait même été proposé comme le porte-parole pour Biden dans ses négociations avec l'Ukraine à un certain moment. Et il était également responsable des pourparlers de paix en Afrique, en Mozambique, en 1992, après avoir travaillé pendant un bon bout de temps sur les négociations autour de la guerre civile en Mozambique. C'est un homme du terrain et il a énormément de respect dans les pays africains, même presque plus de respect dans la plupart des pays que des candidats africains pour la papauté. Ceci dit, à certains moments, est-ce que le simple fait d'être africain va amener un avantage dans le fait de se présenter pour la papauté? Tout comme il y a des gens qui disent ça serait bien qu'il y ait un premier pape noir ou un premier pape asiatique, etc. Moi, je trouve ça un peu ridicule qu'il faut toujours qu'il y ait un premier quelque chose, parce que c'est pas un critère d'efficacité, mais ça fait partie de la valeur des temps où on veut toujours être le premier dans quelque chose, où on veut que ça soit un symbole de renouveau quelque part, hein. Par contre, Zuppi, c'est quelqu'un d'extrêmement progressiste. Lui, il est très favorable dans le fait de bénir les couples homosexuels, ce qui est ce qui n'est pas la tendance de la plupart des gens dans l'Église catholique, sauf celle du pape François, qui lui-même avait pris une position de bénir des couples homosexuels en 2024. Il est même favorable au fait que des hommes mariés puissent devenir des prêtres. Donc c'est quelqu'un où c'est très intéressant quant à ses positions par rapport à tout ceci. Cependant, je ne pense pas qu'il soit favorable à ce que des femmes deviennent prêtres quand même. Mm-hmm. Mais c'est quelqu'un qui est une des personnes les plus progressistes qui existent, hein. Souvenez-vous de ça. Si la tendance va vouloir poursuivre la tendance du pape François, le cardinal Zuppi irait dans ce sens-là. Alors, il y a un autre cardinal qui est suédois, même s'il est né en Suisse, mais il est nationalité suédoise, c'est Anders Arborelius. Et lui, alors, il a 75 ans, il est un peu plus âgé, et donc, il va pas nécessairement être là pendant très longtemps. Hein, si on regarde la papauté du pape François, qui est devenu pape en 2013, il a été pape pendant 12 ans environ, hein. Et donc, si lui avait la même espérance de vie, ça serait un peu le même genre de choses. Bon, on ne sait jamais comment il fonctionne. Alors, lui, il est un peu spécial dans le sens où il ne cherche pas à être aux avant-postes. C'est quelqu'un de très humble, il préfère la prière silencieuse, la retraite, et il est complètement opposé au fait que les femmes deviennent des prêtres. Il a une tendance à être un peu plus conservateur, mais dans certains cas, il pourrait être un peu plus souple sur le célibat pour les prêtres.
Ça veut dire qu'il permettrait à des prêtres d'être mariés. Et on ne sait pas quelle est sa position sur les femmes et tout ça, qui deviendraient prêtres, hein, ou disons sur les couples du même sexe, sur les couples homosexuels. Alors, un autre dont il faut absolument parler, c'est le cardinal Jean-Marc Aveline, qui est français. Ce qui va un peu contre lui, c'est qu'il est un peu jeune pour être un papabile. Il a 66 ans, il est de nationalité française, même s'il est né en Algérie, mais il est en Algérie à l'époque encore de l'Algérie française. Il est né en Algérie en 58. Et le cardinal Jean-Marc Aveline a travaillé en tant que professeur de théologie dans un séminaire à Marseille. Il est plutôt progressiste. Mais il ferait quand même un consensus parmi les autres cardinaux parce qu'il est apprécié par énormément de cardinaux, parce que même s'il a une idéologie assez progressiste, il est ce qu'on appellerait un cardinal sympa. Donc, il sait créer des liens où les gens auraient tendance à le soutenir. Et étant français, il serait dans la veine des derniers papes où il y avait un Polonais, Jean-Paul II, il y avait un Allemand. Le fait qu'il y ait un Français, il ne faut pas oublier que le pays qui a produit le plus de papes, il y en a eu plus de 200, c'est l'Italie. Je crois que le deuxième pays, si je ne m'abuse, où ça doit être 15 ou 16 papes, c'était la France, hein, je pense. Je vous prie de me vérifier là-dessus, et si vous le confirmez, mettez-le en note, ou si vous allez me corriger, mettez-le en note également. Vous savez, quand on fait ce genre de présentation comme ça à la volée, on n'a pas toujours le choix de vérifier toutes nos données. Donc si je ne suis pas sûr de moi sur certains points, je n'hésiterai jamais à vous le dire, et je ne dis pas que je suis la science infuse sur tous les thèmes, surtout quand il y a énormément de données comme ça à suivre. Donc, on sait que ce cardinal, le cardinal Aveline, semble être favorable au fait de donner sa bénédiction aux couples du même sexe, parce que c'est la loi en France. Donc, est-ce que là, on voit l'influence légale du gouvernement sur des aspects religieux? Mais il est également ouvert au fait de relâcher les règles du célibat pour les prêtres. Donc, il a une tendance à être assez progressiste sur tout ceci, hein. Sa position reste ambiguë sur le fait du sacrement d'ordination, c'est-à-dire pour devenir prêtre, pour les femmes. C'est pas très clair. Maintenant, un autre candidat, ce serait le cardinal Angelo Bagnasco. Alors, Angelo Bagnasco, italien. Son âge est un pour et un contre. Il a 82 ans. Donc, il est déjà assez vieux. Lui-même ne peut pas voter parce que les plus de 80 ans ne peuvent pas voter dans le conclave, mais il a le droit de devenir pape. Alors, pourquoi est-ce que lui pourrait être un pape? C'est un type extrêmement instruit, docteur en philosophie, etc. Et il est considéré comme assez conservateur. Il est très respecté en tant que personne d'une intelligence hors pair, d'une culture très développée, d'une compassion profonde envers les gens d'une façon générale, et d'une spiritualité intense, ce qui en ferait un candidat quasi parfait pour ce genre de personne, parce que c'est quelqu'un qui sait combiner toutes ses qualités tout en restant aimable et d'une nature très abordable et gentille. C'est quelqu'un qui reste très, très, très conservateur sur certains points. Il a dit d'ailleurs que les mariages du même sexe sont des choses qui peuvent complètement détruire la notion de famille. Et il dit que les enfants devraient avoir le droit
d'avoir un père et une mère. Donc c'est quelqu'un qui reste conservateur sur ces questions. Pour moi, c'est toujours marrant que on puisse jauger quelqu'un comme conservateur ou progressiste sur une notion de même sexe, des mariages du même sexe, etc., alors qu'il y a quelques décennies, mais ça n'entrerait même pas dans une considération. C'est là où on voit la vitesse à laquelle des phénomènes culturels pénètrent notre culture. Alors, ensuite, il faut que je vous parle du cardinal Fridolin Ambongo Besungu, qui est de la République démocratique du Congo et qui a 65 ans, donc est relativement jeune pour un candidat à la papauté. Et lui, il a une tendance plutôt progressiste parce que c'est quelqu'un qui est un grand promoteur de la justice sociale et qui s'est mis en opposition par rapport à son propre gouvernement plusieurs fois. Et le gouvernement, d'ailleurs, lui a fait des reproches et lui a dit de se mettre en garde par rapport à son comportement séditieux, c'est-à-dire comme s'il agissait contre le gouvernement. Donc là, ceux qui le regardent de cette façon-là vont dire ben, c'est quand même quelqu'un qui a montré un certain courage. On ne comprend pas où il en est sur le fait que des femmes puissent devenir prêtres, mais il reste complètement opposé au fait de bénir des mariages de couples du même sexe. Et il est contre le fait que des hommes se marient également. Donc, il est progressiste sur le plan politique, sur le plan de justice sociale, mais il n'est pas progressiste sur des traditions de l'Église catholique, comme le sexe, les LGBT, tout ça, etc. Il faut aussi que je mentionne le cardinal Charles Bo, qui est du Myanmar, l'ancienne Birmanie, si vous connaissez, il a 76 ans, et lui, il parle plusieurs langues, l'anglais, l'italien, le birman, et d'autres langues ethniques du Myanmar. Pour ceux qui le connaissent bien, il n'est pas pour le fait d'avoir des femmes comme prêtres, mais il pense que le célibat devrait être une option et pas... Non, je suis pas sûr par rapport à ça. Il faudrait l'examiner davantage. Je ne sais pas quelle est sa position par rapport au célibat, ni au niveau de la bénédiction des mêmes du sexe du même couple, parce que parfois on lit des choses opposées dans différents articles sur différentes personnes. Il y a un cardinal américain, Raymond Leo Burke, qui a été décrit comme très conservateur par certains côtés et qui a une tendance à effectivement être assez conservateur aux États-Unis et qui a pris cette position régulièrement contre le pape François, notamment sur les mariages de personnes du même sexe et contre le fait que les femmes deviennent des prêtres. En 2015, le cardinal Burke même a dit que l'Église est devenue trop féminisée. Je n'ai pas dit trop féministe, mais trop féminisée. Et il a dit que permettre à des filles d'être des enfants de cœur était contraire à la tradition catholique et que ça a réduit le fait qu'il y avait des vocations chez les hommes pour devenir prêtres. Et il considère que la notion du célibat est un cadeau divin pour un prêtre. Donc il est une tendance très conservatrice par rapport à ça. Il y a d'autres cardinaux dont j'allais vous parler, mais j'irai sans doute vers encore deux. Un qui est le cardinal Fernando Filoni, italien, qui a 78 ans, donc qui est déjà assez âgé, mais il faisait partie du service diplomatique du Vatican. Et il a
beaucoup travaillé au Sri Lanka, hein, l'ancien Ceylan, en Iran, aux Philippines, à Hong Kong, au Brésil, et il a même passé du temps en Irak, en Jordanie, et donc il est considéré comme un expert sur les affaires chinoises et sur le Moyen-Orient, et c'est quelque chose à ne pas négliger aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a besoin de le nommer pape pour ceci, ou est-ce qu'il peut continuer à être efficace dans ce genre de rôle sans être pape? C'est sûr. Il est très réservé, il est très discret, mais c'est quelqu'un d'une expérience diplomatique hors pair, comme ce que je viens de vous dire. Par contre, on ne sait pas quelles sont ses positions sur des tas d'autres aspects, mariage du même sexe, etc., parce que il se tait sur ce genre d'éléments. C'est assez intéressant. Quel autre est-ce que je devrais vous citer encore? Il y a le cardinal Mark Ouellet qui est canadien. Il y a Piacenza qui est encore italien. Mais il faut que je vous parle quand même. Bon, il y a Pier Battista Pizzabaglia, mais il est vraiment très jeune, lui. Il a 59 ans et il habite Israël, mais il est originaire d'Italie, hein. Et lui, il parle italien, il parle anglais, il parle le hébreu moderne. Et il a été très impliqué dans les échanges d'otages en Israël, etc. Et lui-même a été fait prisonnier par Hamas et ce genre de choses. Il y a quelqu'un d'autre dont je voulais parler, il y a un Sri Lankais, mais c'est pas ça. Le dernier dont je voudrais vous parler, qui à mon avis est important, et il y a beaucoup de gens qui parlent de lui comme un des grands préférés, il est sans doute un des plus conservateurs qui existent. Il s'agit du cardinal Robert Sarah de Guinée, en Afrique. Alors lui, de nouveau, les gens qui parlent de lui parce qu'il pourrait être le premier Africain, et lui, il est très conservateur. Lui, il reste très proche de saint Thomas d'Aquin, du droit canonique et de tout ça. Il était nommé évêque très très jeune, même Jean-Paul II l'avait amené, l'évêque bébé. Il avait 34 ans qu'il était nommé évêque, ce qui est très jeune pour un évêque. Il est complètement opposé au fait que les femmes soient prêtres. Il est contre la notion de bénir les gens du même sexe en tant que couple, etc., etc. Et très vocalement, il considère que c'est une hérésie que ça soit mis en avant et que ça serait très dangereux et que ça soulignerait la fin de l'Église que de parler de ce genre de choses. Donc je vous ai parlé là de plusieurs cardinaux, il y en a d'autres. Il y a de fortes chances même, parce qu'on est toujours surpris là-dessus, que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et en dernier lieu, je vais vous dire que ce qu'ils font, c'est que tous les votes qui sont pliés en deux, et ensuite on passe un fil à travers les votes après les avoir lus, et il y a 3 cardinaux qui les lisent pour que ce soit équitable. Ensuite, ils sont tous brûlés, et on ajoute certains produits chimiques, soit pour créer une fumée noire, qui, quand elle émane des cheminées du Vatican, ça veut dire on n'a pas élu de pape, ou soit ça crée une fumée blanche, qui veut dire on a élu un pape et il a accepté. Et donc, dans ce cas-là, il y a une fumée blanche, et ensuite, le nouveau pape vient devant toute la place de Saint-Pierre, et il accepte le fait d'avoir été élu pape, et il part pour la première fois devant tout le monde dans ce cas-là. Donc, de nouveau, je vais vous dire, ne sous-estimons pas du tout l'influence de la papauté et des positions qu'aura un nouveau pape dans ce genre de situation. Ça peut durer des jours, des semaines, des mois. En principe, ça commence entre le 10 et le 15e jour
après le décès du pape actuel. Parce que l'enterrement a lieu entre le 4e et le 6e jour, mais ensuite, entre le 10 et le 15e jour, on commence à voter. Mais si tous les cardinaux pensent qu'ils arrivent à le faire plus tôt, ils peuvent décider de ne pas attendre le 15e jour et de commencer à faire ça bien plus tôt. Donc on va surveiller tout ceci, et quand il s'agira de voir quels sont les résultats, on en parlera également, parce que je pense que ça a effectivement un impact sur nos vies de tous les jours. J'espère que vous aurez apprécié tout ça. Faites-le nous savoir en donnant tous vos commentaires. Je sais qu'il y a des gens qui parfois trouvent que je suis un tout petit peu trop distant par rapport à mes opinions. Il y a quelqu'un qui m'a accusé de ne pas en savoir assez sur le pape François. Mon rôle n'est pas de donner seulement mon opinion, mais de chercher à vous amener le plus d'informations possible. Si vous étiez là uniquement pour écouter mes opinions sur tout, je vous transformerai en consommateur pur et pas en quelqu'un à qui je donne des informations et vous faites des idées par vous-même. L'idée n'est pas seulement que vous soyez l'écho de mes paroles, de mes opinions, mais que vous appreniez des choses et que vous les partagez avec d'autres personnes de la même façon. C'est comme ça que on vivra dans un monde meilleur. De nouveau, je vous remercie de liker tout ceci, de les partager avec d'autres personnes, surtout de vous abonner à notre chaîne Point de rupture, afin que nous puissions grandir et faire exactement ce qu'il faut pour chacun d'entre vous, pour continuer à vous amener ces informations d'une façon quotidienne, où tous les jours nous sommes là pour vous parler, du lundi au vendredi à 19h. Eh bien, à demain.